Alors bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux ce soir. Donc avec Florian, nous allons vous faire une présentation sur les technologies sans contact et surtout l'aspect sécurité de celles-ci. Donc on va commencer en vous présentant le périmètre, de quelles technologies sans contact nous allons vous parler ce soir finalement, parce qu'il y en a beaucoup, vous allez le voir. Et nous vous présenterons celles que nous avons sélectionnées pour la présentation. Nous vous ferons un bref historique pour vous les resituer dans le temps. Et on abordera ensuite l'aspect sécurité. Donc d'abord avec la sécurisation, comment on sécurise ces technologies-là, puis finalement comment on peut les compromettre. Est-ce que cette sécurisation est suffisante? Et avec Florian, nous avons voulu se mettre le défi avec relativement peu de moyens et peu de temps finalement, de compromettre ces technologies-là. Donc on va vous montrer ce qu'on a réussi à faire et comment on l'a fait. Et pour terminer, on vous expliquera quelles sont les protections possibles avec ces technologies et quelles sont les évolutions attendues à l'avenir. Mais avant de commencer, on avait envie de savoir à quel public on avait affaire ce soir. Donc on voudrait savoir, avec Florian, qui parmi vous pense ne pas utiliser de technologie sans contact dans son quotidien? Voilà, donc je pense que vous êtes là pour quelque chose ce soir finalement. Et qui pense utiliser plus de 3-4 technologies sans contact dans son quotidien, tous les jours? Voilà, donc on a largement la visibilité sur le fait que c'est vraiment omniprésent, c'est tout autour de nous, c'est invisible, mais partout à la fois. Alors, quand on parle de technologies sans contact, on va penser à des technologies comme certaines personnes vont penser au Wi-Fi, le Bluetooth, 3G, 4G. Certaines personnes vont penser à d'autres technologies comme le NFC ou le RFID. Et justement on a fait la présentation centrée sur le NFC et le RFID. Donc on va beaucoup parler de NFC et de RFID dans cette présentation, mais c'est quoi? Donc le RFID, le Radio Frequency Identification, et le NFC, le Near Field Communication. Comme ça vous avance pas trop. Alors le RFID, c'est une bande de fréquence qui va de 120 kHz jusqu'à 5,9 GHz, donc c'est toute la bande bleue. Et le NFC, lui c'est une seule fréquence. C'est une seule fréquence, c'est le 1356 MHz. Donc c'est juste ça. Donc le RFID a une portée d'environ 200 mètres, théoriquement, et le NFC peut avoir une portée théorique d'environ 10 cm. Donc le NFC peut avoir 3 modes de fonctionnement. Mode émulation, par exemple, c'est quand on va faire un paiement avec son smartphone. Le mode lecture et écriture, par exemple, quand on va utiliser avec la carte bancaire. Et il a un mode dit bidirectionnel, peer-to-peer, quand on va par exemple mettre deux smartphones côte à côte pour transférer des données. Cependant, le RFID, lui, est unidirectionnel. Et il a un système, en fait, les deux ont un système de tags qui sont aussi bien actifs que passifs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si un tag est actif, c'est qu'il a une batterie. S'il est passif, c'est qu'il n'a pas de source d'énergie avec lui. Donc par exemple, là avec l'antenne, par exemple, on prend l'exemple d'un badge d'immeuble. Un badge d'immeuble, quand vous approchez de la source, en fait, l'émetteur va envoyer un champ magnétique qui va être capté par votre badge. Dans ce badge, il y a une petite antenne qui va capter cette énergie et alimenter la puce électronique à l'intérieur. Et ainsi, ça va pouvoir communiquer. On vous a parlé des cas d'usage. On va vous montrer les cas d'usage de NFC et RFID. Donc tout le monde a en tête, j'imagine, la carte bleue bancaire qui embarque du NFC. Les machines à café sans contact, où vous avez votre solde. Les smartphones, tout le monde quasiment a un smartphone, donc les smartphones embarquent du NFC, bien sûr. Vos titres de transport. Les badges d'accès aux immeubles pour entrer chez vous, mais aussi pour aller en entreprise, les portes et poignées connectées. Les cartes de voiture. Il y a aussi les passeports biométriques qui contiennent des données personnelles. Donc là, il y a quelques cas d'usage, mais il y a beaucoup de cas, que ce soit dans le domaine de la logistique, de la santé, du commerce, du marketing, quand vous allez dans un magasin, la bibliothèque. Je veux ne pas m'arrêter, il y en a énormément. Par contre, Florian, pourquoi tu as rajouté le petit chat là? C'est toi qui l'as fait ça? C'est pour signaler, Ah oui. à votre avis,
À votre avis, je pense que vous avez peut-être une petite idée. Donc, nos amis les bêtes sont aussi connectés maintenant, enfin depuis quelques temps. Les chats, les chiens ont une puce RFID pour les identifier et les lier à leurs propriétaires, mais aussi les bovins, les ovins, voilà, beaucoup d'animaux sont connectés. Maintenant, je vais vous parler du paiement sans contact, cette fois-ci, avec quelques chiffres pour qu'on ait bien conscience de l'ampleur de cette technologie-là de nos jours en repartant d'un constat de 2016. À l'époque, il n'y a que 2 ans et demi seulement, il y avait 605 millions de transactions NFC qui ont été réalisées dans l'année pour 31,5 millions de cartes bancaires sans contact équipées. À l'époque, les utilisateurs n'étaient même pas toujours conscients que leur carte bancaire était équipée de cette technologie-là. Puis en 2017, il y a eu un boom de 800 millions. Donc on a atteint le seuil de 1,2 milliard de transactions NFC dans l'année. Et 66% des cartes bancaires sont équipées NFC. Donc une grosse augmentation. Et pour l'aspect sécurité, le taux de fraude de NFC est en 2017 de 0,02% de toutes les transactions. Donc on a un constat de sécurité qui est plutôt rassurant pour le coup, ce qui représente 1,1% des fraudes de cartes bancaires. Et à l'inverse, on a un constat de sécurité plutôt inquiétant pour le coup, qui nous vient du Royaume-Uni, où il y a un seuil qui a été franchi qui est assez important, c'est que les fraudes NFC ont dépassé les fraudes d'échecs. Donc on a deux choses assez vraiment contradictoires, où le contexte et l'environnement ils sont pour beaucoup, mais voilà, ça donne une idée un petit peu de ces chiffres-là, ils sont intéressants. Et en 2018, à nouveau 800 millions d'augmentation, on atteint les 2 milliards de transactions NFC annuelles, pour 19 millions de smartphones équipés. Donc c'est aussi pour vous dire que le NFC, finalement, il n'est pas que dans votre carte bancaire, il est partout, tout le temps avec nous, on l'a sur nous tout le temps. Ces chiffres sont tirés du groupement des cartes bancaires et les chiffres de 2018 ne sont pas encore sortis, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses sur 2017. Donc un petit peu d'historique. Donc les premières apparitions de la technologie RFID fut dans les années 40, pendant la guerre. Ça a permis, pour les avions, identifier si c'était les alliés ou les ennemis. Après, il y a eu le premier brevet par Mario Cardullo qui a été déposé aux États-Unis en 1973. À l'époque, c'était pour l'identification des trains, mais on n'utilisait pas encore le terme RFID. C'est arrivé une dizaine d'années plus tard. Dans les années 80, il y a eu les premières commercialisations. Ça a servi pour marquer le bétail. Les années 90, les premières normes et standardisation. 98, la première carte bancaire sans contact est créée. Dans les années 2000, là, c'est l'explosion de la technologie. Donc, dans la logistique, la santé, plein d'autres trucs. 2006, premier piratage d'implants humains qui était sous la peau, qui permettait d'accéder à certaines portes. 2012, c'est le début en France du paiement sans contact. Donc le début avec 20 € de limite et ça augmentera en 2017 jusqu'à 30 €. Un petit peu de sécu. Alors la sécurisation, donc ces technologies, de par les propriétés techniques des badges, donc on appellera badge, tag, transpondeur, un petit peu toutes ces technologies sans contact, c'est un matériel qui est très léger, peu coûteux, donc il a explosé, il a été déployé très rapidement. Donc les normes sont arrivées un peu pendant, voire après leur phase d'expansion. C'est pour ça que les normes jouent un rôle important pour non seulement l'interopérabilité, la standardisation, l'homogénéisation, aussi bien du matériel que des transmissions et des protocoles, que surtout l'aspect sécurité qui est arrivé à ce moment-là avec ces normes. Je vous laisse prendre connaissance, je ne vais pas les citer toutes ici, ça n'aurait pas grand intérêt. Pour l'aspect sécurisation, on a voulu prendre un exemple, c'est les badges MIFAR. MIFAR, ce sont des puces qui ont vraiment inondé le marché. On les trouve de partout. C'est la société NXP Semiconductors qui en est à la source. Et on va vous expliquer pourquoi ils jouent un rôle important dans la sécurité. Ces badges MIFAR classiques 1K, 4K, ce sont ceux qu'on retrouve partout. Essentiellement, ils ont inondé le marché pour les badges d'accès aux immeubles, essentiellement. Ils ont l'inconvénient de respecter seulement partiellement certaines normes et d'avoir un algorithme de chiffrement qui est Crypto1, qui est propriétaire NXP et qui a été craqué en 2008. Mais aujourd'hui, on le retrouve beaucoup
ces technologies-là. La Smart AMX Pro X, c'est un contrôleur qui a la capacité de faire du calcul cryptographique RSA, donc on vient sur des normes un peu plus standards cette fois-ci. Donc on monte en gamme en termes de sécurité. Ensuite, il y a les badges Desfire EV1 puis Desfire EV2 qui sont apparus, qui ont donc la puce à son propre système d'exploitation Desfire NXP, donc avec des calculs un peu plus complexes. Il y a des algorithmes de chiffrement symétriques et asymétriques qui sont gérés, beaucoup plus connus et beaucoup plus robustes, comme DES, AES, PKI. Et le Desfire EV2 gère le multi-application, que ce soit le contrôle d'accès, que le contrôle de budget pour une machine à café, des choses comme ça. Donc rajoute cette couche-là. Les cartes de paiement. Alors, concernant la sécurisation, il y a quand même une proximité nécessaire pour tous les sans contact, à peu près une dizaine de centimètres. Il y a du chiffrement sur ces cartes. Maintenant, il y a la possibilité de désactiver le NFC sur les cartes. Même en cas de fraude, il y a quand même une surface d'attaque assez limitée. Par exemple, le plafond de paiement, qui est à 30 €, et un nombre de transactions limité. Après, ça va vous bloquer la carte, ça va redemander le code. Donc, concernant la compromission, on va vous expliquer un peu comment fonctionne le système qui est utilisé par exemple dans les badges des bâtiments et des entreprises. Donc, on disait tout à l'heure que le MIFARE classique Lyncla est très répandu. Donc, on va vous expliquer brièvement son fonctionnement. Le schéma de données, en fait, il y a 16 selters. Donc tout ceci, c'est un selter. 16 selters, chacun découpé en 4 blocs, et chaque bloc découpé en 16 octets. Donc on a le bloc particularité sur le bloc 0, ici. C'est le numéro unique, qui est censé être unique du badge, et qui est censé pas être réinscriptible. Donc, et après, chaque selter a un bloc qui est dédié à la sécurité, où il y a 2 clés, une clé A et une clé B. Et en gros, elles peuvent être différentes à chaque fois, et la partie access va vous dire, bon, pour lire mon selter, tu as besoin de la clé B, pour lire le mien, tu as besoin de la clé A, pour écrire, il faut les deux, ça peut changer. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu la structure, on va pouvoir un peu en deviner les attaques qui sont liées à cette structure. Donc, tout d'abord, on a la nested attack, donc attaque imbriquée en français. Elle repose sur la vulnérabilité du chiffrement Crypto1, donc craqué en 2008 comme je l'ai dit, et est basée sur donc, des problèmes mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a le chiffrement est lié à une clé qui est à un chiffre qui est généré pseudo-aléatoirement, pseudo-random number generated. Je suis moins bilingue. Donc du fait qu'on ait un chiffre qui soit prédictible, on va pouvoir en deviner les clés de chiffrement, on en devine les clés de chiffrement, on lit et on écrit sur le secteur que l'on désire. Une fois qu'on lit et qu'on écrit le secteur qu'on veut, donc, on peut donc, avec un badge compromis, restaurer un dump. Donc avoir 50 € à la machine à café, consommer, et puis revenir à 50 € parce que ça nous plaît bien. Ensuite, on peut aussi injecter les données hexadécimales. Si on a identifié où est-ce qu'était inscrit le solde dans le badge, on peut dire bon, bah, j'ai 60 € et tout va bien. Et de cette nested attack, seulement quelques clés de chiffrement sont nécessaires à déduire toutes les clés de chiffrement du badge. Donc il y a beaucoup de vulnérabilités liées à ça. Ensuite, la clé de chiffrement, comme on l'a vu, elle est de 48 bits, donc on peut la brute forcer, donc essayer toutes les combinaisons possibles, et on va pouvoir en déduire, trouver les différentes clés et accéder au badge. Florian vous a dit tout à l'heure que l'UID était théoriquement, si vous avez remarqué, unique. Normal, c'est un UID, mais non, parce que l'UID, il y a 4 milliards de possibilités de puissance 32, sauf que, victime de son succès, MIFARE a vendu 10 milliards de badges. Donc forcément, il y a forcément des doublons. Donc un contrôle d'accès qui serait basé uniquement sur un contrôle de l'UID et pas du contenu et des secteurs serait forcément caduque. Et l'UID, on peut théoriquement pas écrire dessus, ben, finalement si, parce que des badges asiatiques sont disponibles très facilement sur le marché et ont un UID qui est réinscriptible. Donc là aussi, on peut se faire passer pour n'importe qui. Donc un petit peu
sur la compromission. Donc en 2011, Renaud Lifshitz, un ingénieur en sécurité informatique, a découvert que avec un simple TPE, il a regardé les informations qu'on avait sur une carte bancaire à cette époque. Et donc en fait, il arrivait à récupérer le nom, prénom, la civilité de la personne, ainsi que le numéro de la carte et la date de péremption, et surtout l'historique des 20 dernières transactions, donc achat et retrait. Donc à l'époque, M. Renaud là, disait que c'était ou de mettre sa carte dans le cache de Faraday, ou tout simplement la détruire. Il y a aussi le télépocketing. Donc alors, imaginez quelqu'un avec un TPE qui vient vous scroller à vous dans le métro et vous prendre 20 €. Donc c'est possible, il peut vous prendre 20 €, mais il peut aussi avoir des informations. Avec l'après brute force, vous volez bien plus. Alors, l'eavesdropping et l'attaque par relais, ces deux techniques sont assez difficiles à mettre en place. Mais en gros, ça consiste. L'eavesdropping, c'est d'écouter le champ magnétique et arriver à enregistrer certaines informations quand on va présenter un badge. Et l'attaque par relais, ce serait de se mettre entre les deux. C'est un man in the middle. En gros, c'est d'écouter, capturer le trafic et le renvoyer au destinataire. Donc c'est assez difficile à mettre en place, mais c'est possible. Et surtout, les ATM carte slimmer. Alors cela, c'est par exemple quand vous allez au guichet, parfois vous voyez des petits trucs comme ça, vous faites pas gaffe, mais en fait c'est un faux. Et en fait, des gens ils vont mettre un petit dispositif qui va lire votre carte au moment où vous allez insérer pour tirer de l'argent. Donc comme ça, ils ont récupéré vos infos de carte bleue, ils vous ont pris un petit 30 € au passage. Donc petite démo. Alors la démo, on n'a pas voulu la faire en live parce que l'effet démo, ça marche jamais. Mais voilà, nous, on est parti de pas grand-chose. On a acheté ceci, moins d'1 € sur Internet. On a acheté ensuite ceci, donc un lecteur de badge, 30 €. Très facile. En Prime, ça va très vite. Et un PC sous Linux, télécharger 4 librairies et demi, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu dupliquer le badge de chez moi, tout simplement. Donc techniquement, comment ça se fait? Donc avec la librairie Linux Mifar Toolkit, qui est téléchargeable gratuitement et facilement et légalement, ça utilise en fait les clés de chiffrement par défaut qui sont utilisées par Mifar. Donc vous voyez tout en bas, tous les X, les clés de chiffrement par défaut match. Donc là, ce que je fais cette commande, c'est que je récupère le dump de mon badge vierge, tout simplement pour en déduire les clés de chiffrement pour lire et écrire sur ce badge vierge. Je fais la même chose sur le badge de chez moi. Donc je récupère, je fais un dump. Il va deviner les clés de chiffrement par défaut qui sont très largement utilisées. C'est pour ça que ça match beaucoup. Donc sur le 9, mais aussi sur celui qui est le badge pour chez moi. Et il va déduire peut-être des clés qui ne sont pas forcément par défaut, mais qui sont customisées. Une fois que j'ai ces deux dumps, donc on remarquera aussi que le badge de chez moi, il y a le propriétaire qui est inscrit dessus. Donc si je perds mon badge, quelqu'un qui touche un petit peu peut savoir à qui il appartient. Après, le risque dépend de ce qu'il peut ouvrir. J'ai ces deux dumps, et il suffit d'inscrire le dump du badge 9, du badge de chez moi sur le badge 9, et j'en ai fait une copie, c'est testé, c'est approuvé, c'est validé, ça fonctionne. Donc on ne vous encourage pas à le faire chez vous, on n'est pas là pour prôner le contournement des sécurisations qui sont mises en place chez vous et dans votre entreprise et chez les autres, mais voilà, à des fins de test, on est arrivé à ça. Alors là, vous dites, après, il a fait des trucs dans la console, ça a l'air compliqué et tout, moi je peux pas le faire. Après, on a fait un test, j'ai pris ma carte bancaire, j'ai installé une application qu'on trouve sur le store qui s'appelle EMV Card Reader, qui est une application entièrement légale. J'ai activé le NFC et je voulais voir qu'est-ce que je récupère. Là, je vois que ça fonctionne, donc avec ça, je récupère le numéro de ma carte et la date de péremption. Donc il me manque le trilram et je pourrais aller sur internet avec. Donc on a dit tout à l'heure que c'était facile aussi de le traquer par brute force, mais là on part sur la base, c'est à la portée de tout le monde. Et en fait, il suffit d'aller sur un site américain, le CVV ou le trilram, en fait c'est obligatoire en Europe, mais pas dans les autres pays. Donc en fait on a simulé une commande sur internet, et donc on peut faire une commande sur internet juste en calant un téléphone sur le portefeuille de quelqu'un. 800 $, c'est beaucoup. Hein. Enfin, ouais. On peut faire moins. Hein. Donc l'évolution.
Faut savoir que le marché du RFID, ils prédisent qu'il devrait peser dans les 14 milliards pour 2020. Donc c'est un gros secteur. Il y aurait plus de 3 milliards de transactions NFC mi-2020. Donc ça continue à grandir, grossir, mais pas de partout pareil dans le monde. Il faut savoir que, par exemple, l'Allemagne, les gens sont plutôt réfractaires. Et il y a encore 47% des paiements qui sont faits avec des monnaies fiduciaires. Et à l'inverse, par exemple en Suède, il y a déjà plus de 4000 Suédois qui sont fait greffer des implants sous la peau pour payer la cantine, prendre le transport en commun. Donc nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Donc la protection et l'évolution, donc ça a quand même évolué quand même depuis le début. Depuis le début, maintenant, il n'y a plus d'informations personnelles sur les cartes bancaires. Donc en 2013, toutes les nouvelles cartes qui sortent depuis 2013, il n'y a plus les infos. Depuis, il y a une prise de conscience des industriels. Ils font beaucoup plus gaffe à l'implémentation. C'est surtout ça la partie en général qui est péjorative. C'est pour ça qu'on encourage d'ailleurs aussi, s'il y a des DSI, RSI dans la salle, de se pencher un peu sur vos badges d'entreprise et de vos locaux en général. La plupart du temps, ça reste du MIFAR. C'est le grand classique. Et sachant que c'est classé depuis 2008, allez voir les recommandations de l'ANSSI. Utilisez tout le temps, si possible, des authentifications fortes, au moins doubles. Donc pas juste un badge, au moins un badge, un mot de passe ou des choses comme ça. Et le mieux, au niveau sécurité pour une carte, c'est d'utiliser une protection physique, donc comme celle-ci, que vous avez eu en goodies. Donc c'est utile, utilisez-la. Alors pour conclure, donc, on a vu que les technologies sans contact NFC RFID sont parmi nous depuis plusieurs décennies maintenant, et la sécurité est arrivée en parallèle et après. Donc pour le coup, la méthode agile n'était pas trop dans la mode, mais les industriels font vraiment de plus en plus attention à ça, et les utilisateurs aussi sont conscients de leur sécurité, de l'importance de la confidentialité de leurs données et de leur accès. Il y a un enjeu derrière qui est quand même économique, mais aussi éthique. Et pour que les utilisateurs les utilisent et fassent confiance en ces technologies, il faut que les industriels mettent les bouchées doubles là-dessus et soient à la hauteur de ces enjeux. Et, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect santé dans les évolutions, mais c'est sûr que les pacemakers, des choses comme ça, qui sont connectés, vont grandir dans le temps et vont prendre une part majeure dans l'avenir, et l'aspect sécurité est vraiment fondamental. Et donc les industriels, pour répondre à ça, vont répondre via des modèles security by design ou des démarches DevSecOps, comme on entend maintenant. Donc c'est des buzzwords peut-être, mais finalement ça met vraiment la sécurité au premier plan, et dès la conception, au plus tôt, on met la sécurité matérielle et logicielle dans les transmissions. Donc ça c'est très important. Mais néanmoins, comme on l'a vu, ces badges ils sont très légers, peu coûteux, donc ils continuent de se développer, et il y a encore beaucoup de badges qui sont très vulnérables et des sécurisations qui ne sont pas faites, donc les utilisateurs doivent être conscients de ça. Voilà, qu'est-ce que je risque si je perds mon badge? Qu'est-ce que je risque si on le duplique? Est-ce que c'est grave ou pas? Si c'est pas grave, on accepte le risque, mais au moins on en est conscient, ce qui est important. Et pour terminer, toutes ces technologies qui sont dites téléalimentées, donc alimentées par radiofréquence, sont dites à ressources faibles. Donc par définition, elles ont des capacités de chiffrement et de protection et de calcul qui sont faibles. Donc il faut forcément, par nature, elles sont peu sécurisées, et ça fait forcément peser des menaces qui sont très importantes sur la sécurité du lien sans contact. Voilà, on vous remercie pour votre attention, et avant de terminer, je tiens à remercier Samuel Germain et Stéphane Bosquet qui ont participé à la réalisation de cette présentation. Donc merci beaucoup à eux et merci à vous. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, devant. Je sais pas si... Quel type de protection est fourni par la carte, en fait? Genre, qu'est-ce qui empêcherait une carte bancaire d'être lue, en fait?
En fait, c'est une cloche de Faraday, donc en fait, tu peux prendre une carte classique, la mettre dans l'aluminium, ça fait pareil en fait. Merci beaucoup. D'autres questions? Concernant les technologies sans contact à très courte distance, il y a d'autres solutions que le NFC en termes de technologie. Est-ce qu'il y a benchmarké d'autres technos possibles ou est-ce qu'il y a un benchmark existant du type NFC que choisir? Alors on n'est pas expert sur les autres technos, mais on a vu en se renseignant qu'il y a Apple qui pousse un concurrent, le e-Bitcoin, Bitcoin, je sais pas trop le prononcer. Et c'est un peu pour faire la même chose, mais c'est basé sur du Bluetooth. Mais en gros, c'est pareil, c'est pour déverrouiller des portes, faire des paiements en courte distance. Je vais rajouter aussi que en fait, le problème de ça, c'est que déjà, l'iBeacon, Apple n'embarque même pas ça dans ses iPhones. Alors, peut-être pas dans les derniers, je sais pas, mais encore récemment, ne l'embarquait pas. Donc, finalement, c'est un frein à ça. Et le NFC a un grand avantage, c'est que l'infrastructure est déjà bien développée, déployée, et voilà, elle a un pas d'avance, un large pas d'avance là-dessus. Donc, c'est pas pour demain que le NFC va mourir. Merci pour votre réponse. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. En ce moment, en domotique, ce qui a pas mal le vent en poupe, c'est toutes les serrures connectées. D'après ce que je sais, la plupart du temps, c'est du NFC, c'est des petits badges NFC qui permettent d'ouvrir la porte de chez soi. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez un avis là-dessus, vu que comme vous dites que ça a quand même des ressources assez faibles. Est-ce que ça va être compromis dans quelques années ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui permettent d'avoir une sécurité plus forte? Alors, bonne question. Là, hein, je vous la montre. Non, déjà, ça dépend. Donc là, on a parlé du MUFAR classique 1K qui est craqué depuis 2008. Enfin voilà, c'est un cas d'école peut-être. Mais voilà, il y a d'autres. Voilà, il y a le Deathfire qui embarque des chiffrements asymétriques, asymétriques bien plus complexes. Où là, pour le craquer, c'est bien plus compliqué. Donc ça dépend vraiment déjà de la puce, du contrôleur qui sont à l'intérieur. Donc il y a voilà, des contraintes matérielles déjà. Et au niveau du protocole qui est utilisé. Donc voilà, ça demande à chaque fois de se pencher sur mais qu'est-ce que j'ai finalement? C'est du sans contact, mais voilà, ce badge-là et cette carte-là, c'est pas du tout la même chose. Voilà, et ça, c'était sous mon gobelet au cinéma, bah, c'est pour s'approvisionner en coca. Ben, c'est une autre technologie aussi, c'est pas forcément les bonnes bandes de fréquence et ça n'a pas les mêmes capacités. Donc à chaque fois, ça dépend du cas. Donc, mais avec le chiffrement, on répond à déjà beaucoup de problèmes. Des chiffrements forts. Merci.